On parle commerce équitable avec mes invités Blaise Desbordes. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Vous merci. êtes le directeur général de Max Havelaar, ONG, label de référence du commerce équitable. Avec nous également en duplex Frédéric Lerebourg. Bonjour et bienvenue. Vous êtes le directeur général de Lobodis, PME bretonne spécialisée dans la torréfaction du café. Blaise Desbordes, je commence vraiment par la question générale sur l'état de la consommation. À quel point cette inflation persistante bouleverse votre marché, le marché du commerce équitable? Le commerce équitable résiste très bien, en fait, dans la crise. Pourquoi ? Parce que notre ADN, notre principe de fonctionnement, c'est justement de mettre de la lumière sur qui gagne quoi et comment se répartit la valeur. Donc, en cas de choc, comme c'est le cas actuellement, choc sur l'énergie, choc sur l'emballage, choc sur le transport, eh bien, on est un peu plus à même de résister que d'autres. On se parle beaucoup plus dans les chaînes de commerce équitable. Donc, ça nous aide. Après, le marché a progressé en 2022. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle plus en chiffre d'affaires. Plus 7%, absolument. Et il est tiré, je dois le dire, par des passions gourmandes. C'est le cacao, plus 19%, qui va maintenir le commerce équitable cette année. Les glaces aussi. Le thé dans une moindre mesure. Et puis aussi, je dirais, quelques enseignes ou quelques entreprises très engagées qui vont continuer à le mettre en avant. Un produit équitable peut tout à fait être accessible dans une période d'inflation, à condition qu'on travaille la marge, qu'on travaille le prix et qu'on le mette au bon endroit. Vous résistez donc mieux que le bio, qui subit un coup d'arrêt qui est quand même important. Comment vous l'expliquez? Par la transparence dont vous parliez, par la transparence et l'attachement des Français. C'est-à-dire qu'on correspond, malgré la crise, vous regardez tous les sondages, toutes les études, les gens à 80% disent « nous voulons payer un juste prix, nous voulons que soit payé un juste prix aux producteurs agricoles ». Et ça, c'est une conviction qui se maintient malgré les bouleversements. Donc d'autres secteurs, d'autres segments souffrent un peu plus, c'est sûr, mais celui-là, qui est celui, je dirais, du respect des producteurs, il a tellement progressé dans la société qu'il se maintient. Après, deuxième élément, les acteurs du commerce équitable, là, c'est des centaines de PME en France, en Europe, se sont adaptés. Peut-être que Lobodis en parlera, mais l'idée, c'est aussi de proposer des produits plus accessibles à certains segments de la population qui sont plus sensibles. Et c'est beaucoup ça qui s'est développé. Deux exemples parmi beaucoup d'autres. Intermarché a décidé de faire toutes ces gammes en gamme propre de pâtes à tartiner, de tablettes de chocolat en équitable. Et puis une enseigne qui est présente dans la restauration rapide, la Micaline, qui est une enseigne accessible, populaire, 240 magasins en France. Ils ont eu aussi ce courage, ils ont basculé leur cacao en équitable sans changer leur prix. Alors justement, on peut effectivement, Frédéric Lerebourg, savoir comment vous faites, parce que on l'a dit, les principes, ça vaut évidemment aussi pour le café, du café équitable, c'est la rémunération juste des producteurs, on va dire, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même un principe de base. Comment la maintenir quand l'inflation renchérit l'énergie, les engrais, les matières premières, j'en passe? On la maintient de toute façon, c'est nos engagements auprès des producteurs, des 25 organisations de producteurs avec lesquelles Lobodis travaille dans 14 pays à travers la planète. C'est notre engagement aussi pour le consommateur. Je pense que on est connu, reconnu, et parce que les consommateurs ont adhéré à notre démarche, il nous faut confiance et on doit maintenir ça. Et le marché reste dynamique. Moi, je voudrais rajouter le café. Sur le café, on subit forcément un petit peu la déconsommation actuelle des Français, comme tous les segments de marché. Mais là où l'offre du café équitable est toujours présente sur tous les segments de consommation et a une bonne dynamique. La marque Lobodis, par exemple, sur le segment des cafés pure origine grain, est la deuxième marque en termes de performance aujourd'hui sur ce segment particulier, derrière une grande marque internationale qui, elle, est sur le marché conventionnel. Mais alors, donc les consommateurs aussi, sont là. Pardon, vous interrompre. Vous faites du bio et de l'équitable, les deux à part ou les deux en même temps. Est-ce que vous voyez effectivement que l'équitable résiste mieux que le bio? Alors, ça va être compliqué pour nous parce que nous, on a une seule référence qui est uniquement équitable et tout le reste est bio-équitable parce qu'on croit beaucoup à cette double labellisation et je pense que c'est un avantage sérieux pour les consommateurs. C'est d'un côté, on a l'aspect environnemental porté par l'agriculture biologique et de l'autre, l'aspect social et
la garantie du respect, du partage de la valeur ajoutée sur tous les acteurs de la filière avec l'équitable. Et cette double réassurance est très importante pour les consommateurs. Voilà. Donc moi, j'ai du mal à... Oui, je comprends. À pouvoir faire le comparatif. Voilà. Blaise Desbordes, est-ce que vous nous avez donné les chiffres 2022, mais cette inflation, elle continue, malheureusement, elle persiste. Est-ce que c'est toute l'équation économique du commerce équitable qui est quand même fragilisée par l'inflation durable? Non, pas du tout. Non, c'est l'équation économique tout court qui est fragilisée. Oui. La consommation qui baisse en général. Tout à fait. Les gens réalisent, et il faut qu'ils réalisent, que les prix à la consommation dysfonctionnent complètement. Quand vous avez une étiquette près d'un produit dans votre magasin, ça ne reflète pas une réalité vraie. Ça reflète une certaine réalité, mais ça ne reflète pas les coûts réels de votre produit, la rémunération réelle des gens qui le fabriquent. Vous parlez de coûts cachés, c'est ça? C'est ça, absolument. C'est ce qu'on appelle les coûts cachés dans le jargon. Quand vous avez un produit pas cher, qui derrière pollue, qui derrière rend les gens pauvres, eh bien, vous avez des coûts qui vont être reportés sur la sécurité sociale, sur les retraites, les transferts de retraite, sur la dépollution. Donc, vous avez l'impression d'avoir un certain prix, mais il ne reflète rien. Et à l'inverse, vous avez des entreprises, et je n'ai pas honte de le dire devant lui, comme Lobodis ou d'autres, qui, eux, ont du courage, font du bien à la société, mais qui ne vont pas forcément être encouragés par les pouvoirs publics. Donc nous, ce qu'on appelle dans cette rentrée, vous avez raison, il faut revoir le moteur, ouvrir le moteur, regarder les pièces. Ce à quoi on appelle, c'est un encouragement fiscal majeur aux entreprises qui font du bien à la société. C'est facile à faire, on peut moduler la TVA, on peut moduler l'IS. Pourquoi l'impôt sur les sociétés est le même pour une entreprise qui maltraite les humains ou la planète, et puis pour une entreprise comme Lobodis qui fait du bien? C'est absurde, pourquoi payer chacun 25%? Et enfin, pourquoi pas un crédit d'impôt? On donne des crédits d'impôt à un certain nombre d'actions publiques, et bien il en faut une pour le secteur du commerce équitable, parce que l'État ne peut pas couper la branche sur laquelle il est assis. S'il promeut des produits avec des coûts cachés, avec des impacts négatifs, en les laissant être à des prix ridicules, eh bien plus tard, il se condamne à devoir développer des politiques publiques de dépollution, de prévention des maladies, etc., qui seront beaucoup plus chères. Frédéric Le Rebours, Lobodis fait partie des pionniers du commerce équitable en France. Je crois que c'était il y a 30 ans, à peu près 3 décennies. C'est une tendance de progression régulière. Il y a eu des années fastes. Là, c'est une année moins faste. Comment vous pouvez dresser un peu nous peindre le tableau de ces 3 décennies, rapidement, évidemment? Oui, alors il y a eu d'abord la phase de découverte. Lobodis a été pionnier. On a mis le premier produit vendu en France avec le label Max Havelaar était un produit Lobodis. Donc il y a eu une première dizaine d'années, on va dire, avec lesquelles le grand public a découvert ces offres. Les grandes enseignes s'en sont emparées. Elles ont mis à disposition ces offres des consommateurs. Et puis, plein d'acteurs sont arrivés sur le marché entre 90 et 2000. Ensuite, au milieu des années 2000, il y a eu une petite inflexion. Et puis, j'insiste, mais l'apport du bio, le développement du bio et la complémentarité bio et Fairtrade a redonné une nouvelle dynamique au marché. Et aujourd'hui, effectivement, on est, pour ce qui nous concerne, si vous voulez, plus dans une situation, non pas, nos volumes continuent de progresser avec des petites progressions tous les ans, mais on est toujours en progrès, Mais c'est pas trop le problème aujourd'hui n'est pas trop au niveau des volumes, l'inquiétude d'une entreprise comme la nôtre. Mais plutôt sur notre capacité à continuer. Pourquoi en fait ce marché est resté dynamique? C'est parce que des entreprises comme la nôtre ont continué à innover, à porter des solutions, à être présents sur tous les segments de consommation du café. Et du coup, par exemple, et aujourd'hui, on est la première entreprise à avoir proposé des solutions très innovantes sur des solutions vrac, par exemple, avec la garantie de maintien de la qualité des produits, etc. Et bon, donc, en fait, c'est l'innovation qui nous mène. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que tenir nos engagements, assurer le partage de la valeur sur toute la chaîne, ça se traduit pour l'entreprise par une baisse drastique de ses marges, des difficultés de trésorerie tout au long de l'année qui commencent à apparaître, et donc une situation un petit peu inquiétante dans le sens où est-ce qu'on va pouvoir garder cette dynamique de prise de risque au travers de l'innovation, etc., pour développer un marché
garantir à nos producteurs, aux producteurs avec lesquels on travaille, l'engagement dans la durée, sur les volumes, etc. Parce que eux aussi sont de leur côté en transformation. Si vous voulez, les enjeux planétaires sont tels aujourd'hui que on constate par exemple qu'on ne peut plus faire pousser de café. Enfin, il est considéré que le café gagne en altitude, c'est-à-dire plus on est en dessous de 1200 mètres, plus c'est compliqué de faire pousser du café aujourd'hui parce que les maladies apparaissent, la rouille, etc. Et on constate aussi des grosses difficultés sur les cycles de pluie qui sont modifiés, qui deviennent chaotiques, et on a besoin de périodes de temps sec pour faire sécher le café. Ça nécessite que les producteurs déploient d'autres méthodes de travail, etc., donc investissent. On doit investir dans des petits séchoirs artisanaux qui sont low-tech, certes, mais c'est des investissements pour eux. Et donc les coûts augmentent de toutes parts. On doit soutenir tout ça. On doit accompagner ça avec des programmes agronomiques, l'agroforesterie, etc. Donc les besoins augmentent, les ressources supplémentaires sont nécessaires pour faire face à cette transformation, face aux enjeux climatiques. De l'autre côté, on doit nous maintenir aussi de l'innovation. Et voilà, mon inquiétude, elle est là aujourd'hui. Comment on peut encourager ces entreprises comme la nôtre qui mènent la transformation nécessaire. Pardon de vous interrompre, ça rejoint ce que nous disait Blaise Desbordes. Je vais juste terminer, il nous reste une minute, ça va filer trop vite. Sur le changement d'échelle, on dit le commerce équitable prend de l'ampleur. C'est 5% des bananes vendues à l'international aujourd'hui, 5% en France. 5% du cacao mondial et 2 à 3% du café mondial. Ça veut dire quoi? Ce changement d'échelle, il a quelles conséquences? Il a une conséquence très concrète, c'est qu'on fait faire des économies à l'État, aux institutions internationales, puisqu'il y a moins de pauvreté, il y a moins de déforestation, il y a moins d'impact sur la société. L'absurdité, c'est comme je vous le disais, c'est qu'il y a une égalité de traitement entre les entreprises et les filières qui font du bien à la société et à la planète, et puis celles qui lui font plutôt du mal. Il est très important que le cadre législatif change. L'Union européenne a commencé avec une directive anti-déforestation tout à fait intéressante, mais par exemple la fiscalité en France doit aussi changer pour soutenir les PME du territoire dont on vient d'entendre parler, parce que sinon, il y a une profonde inégalité. Les pouvoirs publics font des économies avec le commerce équitable, donc elles doivent l'encourager. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à bientôt. Sur Bismart, on passe à Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, comme tous les jours.